Salut les devins, c'est Saikyo. Je souhaite revenir avec vous sur une news concernant Dragon Ball Super. Alors, vous aurez le lien vers celle-ci en description, mais il se peut que les données changent entre-temps, car ce que je m'apprête à décrire est en constance redéfinition et recalcul. Il s'agit des top lectures sur le site officiel qui permet de lire One Piece, Boruto ou encore Dragon Ball Super entre autres, à savoir Manga Plus par Shueisha. En Occident, vous savez que ce sont les deux plateformes en ligne principales avec Viz, et la partie Manga Plus nous propose pour chaque langue de lecture le top de celles qui ont été le plus réalisées. À l'heure où je m'entretiens avec vous, Dragon Ball Super fait top 4 des lectures anglaises, tandis qu'il est premier du côté de la langue espagnole. On touche là énormément de personnes à travers le monde. Ces deux langages-là touchent au bas mot 25% de la population mondiale. Du côté anglophone, Dragon Ball Super se trouve 4e, derrière Chainsaw Man 1er, One Piece 2e, Boruto to Blue Vortex 3e et derrière lui 5e, Dandadan, mais aussi beaucoup d'autres. Parmi les plus notables, Kaiju numéro 8, Spy Family, Sakamoto Days, Kagurabachi, Blue Box, Asuras Verdict, Métaphore Refantasio qui a eu un jeu vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, Blue Exorcist ou encore World Trigger. Pour sa branche espagnole, et me direz-vous pourquoi ne prends-tu pas le classement français ou autre? Simplement parce que Dragon Ball Super est traduit sur Manga Plus en espagnol et en anglais. Comme vous le savez tous très bien, il n'y a pas de français, il n'y a pas de portugais par exemple. Du côté espagnol, Dragon Ball Super trône premier des top lectures actuellement, devant Boruto to Blue Vortex, devant One Piece, devant Chainsaw Man, devant Dandadan et devant tous les autres ainsi que bien plus encore que j'ai pu citer, incluant la réédition de One Piece dans ce top là. Je voulais vraiment revenir sur ça avec vous car je reçois très régulièrement le message me disant mais lâche l'affaire, Dragon Ball, Super, Daima, peu importe, c'est mort, passe à autre chose. Je pense qu'à l'aide de ces chiffres là, de ces faits, on peut y répondre factuellement que non. Mais je ne souhaite pas limiter mon analyse à cela. Évidemment, je vous épargnerai les poncifs qui consistent à penser que les publics anglophones, et là on parle pas que des Américains, mais de tous les anglophones, pas que de l'Amérique latine, mais de toute personne pouvant comprendre l'espagnol, évidemment. Et au-delà de ça, je vous épargnerai les vieux préjugés comme quoi seuls les Français auraient le privilège du bon goût et que tous les autres seraient biaisés d'une manière ou d'une autre. À vrai dire, je suis plutôt d'avis de dire que chacun l'est à sa manière. Et si vous persistez à penser pour une raison quelconque que les Français seraient meilleurs en tout point ou du moins en matière de bon goût, malgré toute ma fierté que j'ai de l'être, je vous conseillerais en premier lieu de vous raviser et de se rapprocher de valeurs bien plus humaines que celles-ci, mais si vraiment il faut s'embourber là-dedans, les Français ont consommé Dragon Ball Super ce mois, tel que l'apprend ou ne le rappelle Lex, que je salue sur sa page Twitter, lors de sa première semaine de commercialisation, le tome 23 de Dragon Ball Super, fraîchement sorti en France, se classe 4e des ventes de livres dans l'Hexagone. Des ventes de livres, pas de manga, de livres au global, avec environ 30 000 exemplaires vendus en seulement 5 jours, avec la précision que ce classement comprend uniquement les ventes en librairie, en grande surface, mais pas les ventes en ligne, e-commerce. Elles peuvent évidemment changer la donne, mais les ventes sont d'excellents indicateurs, notamment en matière de dynamique de vente. Le tome 23 de Dragon Ball Super a donc surperformé, alors que sa couverture n'est pas si folle que ça, bien que le dynamisme de la compo soit sympa. Cellmax en premier plan, on peut pas dire que ça soit la hype de fou. Juste au-dessus, Trunks en Saiyaman avec son slip apparent, Orange Piccolo qui est petit mais que l'on distingue vraiment bien, et évidemment Gohan Beast, que l'on a déjà vu et revu au travers du film Super Héros notamment. Un tome titré Le Super Éveil de Son Gohan, mettant en scène évidemment sa forme Beast. Alors pour un art qui a eu en France, a priori, soi-disant d'après ce qu'on entendait, très peu de hype, et au-delà de Paroles en l'air qui avait fait nettement moins d'entrées en salle que DBS Broly à titre de comparaison, on a un tome à son effigie qui cartonne véritablement. Il a donc une tendance qui a l'air de plus en plus généralisée en Occident à consommer du Dragon Ball Super en masse, y compris en France. Déjà, je constate quelque chose d'assez surprenant, imprévisible, de l'engouement pour Dragon Ball Super malgré les critiques, malgré le chapeau qu'on voudrait lui faire porter de mort, tout simplement, de manga finito duquel il n'y aurait plus rien à extirper. Je fais partie de ceux qui pensent que l'œuvre Dragon Ball a été essorée, en partant de son auteur jusqu'à son produit. Mais en termes de popularité, c'est clairement l'inverse, et c'est ça qui crée un paradoxe étrange dont on a déjà discuté durant mes reviews d'Aima, comment gérer une licence
comment continuer à produire quelque chose à son sujet alors que elle-même, voire même ses créatifs sont essorés mais que la demande est au plus haut. Preuve en est une fois de plus avec le manga Dragon Ball Super qui est officiellement en pause, contrairement à tous ceux que j'ai cités, Boruto to Blue Vortex, One Piece et autres qui continuent, voire même avec des publications hebdomadaires. One Piece a aussi ses phases de pause, évidemment, mais bon, il est quand même bien plus régulier que Dragon Ball Super, et lorsqu'il est présent, il est beaucoup plus que DBS. Boruto, lui, n'a pas connu de pause depuis un petit moment. Il y a une période assez forte du côté de Boruto to Blue Vortex, d'ailleurs avec le prochain chapitre à sortir, ça m'étonnerait pas que to Blue Vortex soit premier. Je ne spoilerai rien, mais j'enregistre cette vidéo avant que le chapitre ne sorte officiellement, donc je pense qu'avec le décalage vis-à-vis de la sortie de la vidéo, vous comprendrez de quoi je parlais. Donc Dragon Ball Super se retrouve vulnérable, en position a priori de faiblesse, et fait mieux que d'autres mangas actuellement mieux équipés que lui. Premier constat, il y a une résilience de la série face aux critiques et aux rumeurs via cette fin de cycle ou fin de vie. DBS reste selon moi l'une des séries les plus populaires, malgré l'image que certains souhaitent lui accorder de déclin. Alors on peut en discuter sur le plan qualitatif évidemment, de la gestion par ses ayants droit, sur de nombreux aspects, mais en matière de popularité, le manga est loin d'être finito. Il y a un succès persistant en dépit de l'absence de nouveaux chapitres, et même en l'absence de nouveaux chapitres majeurs, parce que le 104e, il peut parler à divers échos pour un fan de la première heure de Dragon Ball, il apporte des éléments assez intéressants, Olibu par exemple, Mutaito, le héros sans nom, Great Saiyaman, on discute Mister Satan, Gohan déguisé en Clean God, mais on est bien loin d'un arc Black Freezer et de l'impact qu'il pourrait avoir. Il y a donc des fans et un grand public, c'est là où je vais en venir, qui s'est amouraché de Dragon Ball Super, qui reste fidèle à son sujet et qui ne le délaisse pas, hormis les grandes phrases que l'on peut trouver préconçues sur Twitter et autres réseaux du même type, et qui dans les faits continuent de soutenir, de lire et de relire l'œuvre, car sur Manga Plus, vous avez accès au premier ainsi qu'au dernier chapitre gratuitement, mais si vous payez l'abonnement, et de plus en plus de monde le fait, vous avez accès à toutes les œuvres dans leurs intégralités, et la possibilité donc de les relire à volonté. C'est évidemment pas sponsor du tout, c'est juste à titre informationnel. Moi-même, je n'ai même pas l'abonnement à Manga Plus, donc vraiment si vous voulez pas le prendre, ça ne change absolument rien à notre affaire. Dragon Ball Super continue en tout cas de performer dans les classements, même lorsqu'il souffre de pauses prolongées ou de chapitres plus faibles, voire plus sobres pour le dernier. Il y a donc un changement de dynamique, y compris durant ces périodes-là en matière de lecture et de consommation du manga. Et il y a peut-être même, je viens de soulever le point, des relectures de la série intégrale qui se font. Je pense qu'elles se basent sur deux éléments qu'on peut résumer comme le manque, la nostalgie ou autre, le besoin et l'envie d'avoir Dragon Ball Super, et le fait que malgré cet art, il a touché et marqué beaucoup de monde, et le fait que les ayants droit font vraiment n'importe quoi en délaissant Dragon Ball Super, je pense qu'ils auraient dû travailler d'arrache-pied à le renforcer, et pas que sur le plan de la quantité comme aime bien le faire Akio Yoku, mais aussi et surtout du point de vue de sa qualité. Si une série autant décriée sur ses aspects qualitatifs arrive à fédérer autant de monde, imaginez si elle corrigeait le tir, voire même s'améliorer. Le premier facteur selon moi est donc la montée en popularité et puissance a posteriori, on en parlera dans un autre édito bientôt, de Moro et Granola. Pas forcément les personnages, mais surtout leurs arcs narratifs. À ce jour encore, ils inspirent la nouveauté en matière d'antagonistes et ont des effets globaux sur Dragon Ball Super. Moro et Granola, en termes d'arc, ont vu l'introduction de ces personnages-là, ainsi que d'autres antagonistes de légende plus ou moins. On pense à Black Freezer, Moro lui-même et ses diverses évolutions, 7-3 et ce qu'il a permis, l'ambiguïté autour de Myrus durant un certain moment, Gas, qui pour moi n'est pas un bon antagoniste, mais qui a marqué une certaine frange des lecteurs, des arcs approchant une approche aussi plus sérieuse, plus menaçante et psychologiquement complexe, relativement à certains ennemis précédents. Et petit à petit, ces arcs-là, qui sur le moment n'étaient pas trop appréciés, le deviennent de plus en plus et revitalisent Dragon Ball Super au fil du temps, particulièrement dans une époque où l'univers de la franchise est en pause. Moro est l'exemple parfait, avec une menace mystique et un pouvoir colossal. Granola, l'arc me paraît plus faible, mais la motivation de vengeance, son lien avec l'histoire des Saiyans, réminiscent des Tsuful, permet d'introduire des thématiques un peu plus nuancées, plus personnelles. Ça recentre aussi la série sur des enjeux qui résonnent avec les fans de longue date, jusqu'à ramener Bardock dans le récit, et laisse une belle porte ouverte pour les nouveaux spectateurs qui peuvent s'y intégrer. D'un autre aspect, on a eu la relative déception vis-à-vis de Dragon Ball Daima. Bien que les sondages d'opinion sont très favorables à l'égard de Dragon Ball Daima, et quand je vous parle de sondages d'opinion, je ne vous parle même pas de ceux que j'ai opérés sur ma chaîne YouTube, mais par exemple celui qui cumule près de 60 000 votants sur le site de Crunchyroll, à la source donc de l'animé, ayant cumulé un total de 89% de 5 étoiles sur 5, pour une moyenne de 4,7 sur 5. Il y a, à n'en pas douter, un énorme public qui a
apprécié voire surapprécié Dragon Ball Daima. De l'autre côté, je ne ferai pas l'offense à ceux qui prétendent l'avoir détesté de les qualifier de menteurs. Au contraire, je les crois honnêtes, pas tous évidemment, mais pour la majorité je le pense, ce qui ferait ressortir deux gros blocs. Le second étant ceux qui n'ont pas apprécié du tout Daima et qui se retrouvent renforcés dans leurs besoins de Dragon Ball Super. Ceux qui trouvent tout d'un coup que Dragon Ball GT c'était mieux, que Dragon Ball Super c'était mieux, et relativement vont commencer à apprécier, réapprécier, voire accepter ce qu'ils bafouaient d'un revers de la main auparavant. Si des attentes n'ont pas été réalisées via Dragon Ball Daima, cela provoque de la déception, de la frustration, un détachement en raison de ses choix narratifs, de son rythme, son manque de profondeur, jouant un rôle évident dans la renaissance de l'intérêt pour Dragon Ball Super, renforçant l'idée que l'univers de Dragon Ball reste surtout captivant s'il s'agit d'explorer des arcs un peu plus traditionnels, gravitant de préférence autour de menaces plutôt novatrices. Coucou Moro et Granola, sans oublier le fait que parfois un petit relent nostalgique, comme avec Broly, peut fonctionner si on n'en abuse pas. Il est donc intéressant de se demander ici si la déception autour de Daima pourrait renforcer la nostalgie des fans pour Dragon Ball Super, qui est pourtant pas si vieux que ça, bien que le manga fêtera ses 10 ans en juin 2025, et malgré ses critiques a toujours conservé un équilibre entre nouveautés et éléments familiers, et préserve une certaine forme d'aura au global. Dragon Ball Super a parfois été critiqué pour son approche trop facile, commerciale. Moro et Granola, avec leurs récits plus poussés pourquoi pas, et leurs antagonistes plus complexes à certains égards, ont répondu à ces critiques, comblant peut-être un vide laissé par Daima. Et les fans de Dragon Ball Super ayant été déçus par Daima pourraient voir, je combine les deux sujets, en l'arc Moro et Granola, une version plus mature, peut-être plus ambitieuse, peut-être plus fidèle à l'esprit de DBZ, l'animé qui a marqué beaucoup de monde, que certains estiment absent dans les nouvelles itérations de la franchise, qui va reconnecter avec DB l'originel, un petit peu de Z, du GT et tout ce qui a pu se faire. Et pourtant, Moro et Granola sont des arcs loin d'être exempts de tout défaut. Quelles sont les motivations de Moro à ce jour, si ce n'est d'être un astrophage? Bien malin celui ou celle qui pourrait les définir. Et on a donc une forme de retour croissant de Dragon Ball Super en mode post-Daima. Une tendance à l'essor de Dragon Ball Super qui pourrait être une réponse directe à la déception générée pour certains par Dragon Ball Daima, renforcée par le dernier épisode qui, même du côté de ses plus optimistes, a pu décevoir, et je m'englobe dedans. En mettant l'accent sur les arcs plus approfondis, les antagonistes captivants, la franchise peut d'une certaine manière combler les attentes des fans de longue date tout en attirant une nouvelle génération. L'impact de Daima, l'ascension de Moro et Granola peuvent être perçus comme deux forces opposées, mais complémentaires. Daima suscite des critiques, renforce l'impact de maintenir une certaine cohérence et profondeur narrative, tandis que Moro et Granola prouvent que la série, malgré ses défauts, peut évoluer tout en restant fidèle à ses racines, ou du moins par celles qu'elle a générées de manière plus contemporaine, avec le marquage profond Dragon Ball Z animé. Je remarque également un succès persistant du côté du public espagnol. On sait qu'il y a une attention particulière à la performance de Dragon Ball de leur côté. Akio du côté de l'animation en discutait il y a de cela peut-être 2-3 ans en interview. Dragon Ball a une popularité folle en Espagne, mais aussi au Mexique, en Argentine, en Amérique latine de manière générale. Ça corrobore avec une analyse précédemment formulée sur la chaîne, comme quoi certains marchés sont évidemment bien plus avancés dans leur cycle. On en avait discuté au détour de parole une fois de plus, et n'est pas coutume, d'Akio Yoku qui nous disait que, bon, du côté du Japon et de certaines contrées ça marche encore bien, mais il y a certains marchés à l'Occident où l'on peut à la fois capitaliser sur l'aspect vache à lait de la marque Dragon Ball Super, et donc d'un produit arrivé à maturité, mais le transformer en une sorte de produit hybride, chose qui arrive assez peu souvent sur le marché et qui peut vraiment être à son avantage, faire en sorte qu'en d'autres lieux étant, le produit agisse comme un produit en croissance sur d'autres marchés et qu'il apparaisse comme vedette au lieu de vache à lait. On arrive à jouer sur cette ambiguïté commerciale, et ce en portant la loupe sur chaque marché. Là où il est très avancé du côté du Japon, là où on pourrait dire qu'il est plutôt ancré et mature du côté de la France, et ce n'est pas valable pour toute l'Europe, et là où il paraît plus juvénile et en devenir du côté des États-Unis ou encore de l'Amérique latine, justifiant d'autant plus les différences et parallèles de réception qu'il peut y avoir. Là où le Japon ou l'Occident peut paraître blasé suite à certaines entre guillemets nouveautés de Dragon Ball, les Américains et l'Amérique latine peuvent l'accueillir à bras ouverts car ça s'apparente à un vent de fraîcheur pour eux. Ce sont deux marchés, deux publics dans des phases d'appréciation différentes de Dragon Ball, ce qui soulève une thématique importante pour moi, l'équilibre entre nostalgie et innovation, avec en son cœur l'appel de la nouvelle génération de fans et donc le renouvellement. Les jeunes générations continuent de s'intéresser à Dragon Ball, et ici Dragon Ball Super, en dépit des critiques sur l'aspect vieillissant de la franchise. Cette génération, bien que nourrie et initiée par l'ancienne, a probablement une perception différente de l'évolution de Dragon Ball, et influe directement sur la popularité de la série. Tous ces éléments-là
ceux-là permettent de comprendre ce classement de Dragon Ball Super sur Manga Plus, de remettre en question l'idée que Dragon Ball Super serait mort et d'apporter un regard bien plus concret sur les forces sous-jacentes, je dirais, qui permettent à la série de rester en tête dans des marchés clés. En conclusion, je souhaitais vous partager quelques mots relativement à ces remarques que je reçois quelquefois. Lorsque l'on me dit lâche ça, passe à autre chose, parle-nous d'autre chose, fais autre chose, parle de tel animé, de tel manga, ça c'est à la mode, ça marche bien, ça fait des vues, ça fait des clics. Déjà, j'ai de bonnes raisons de penser que non, mais en fait, peu importe, et vous savez à quel point je suis là à discuter Dragon Ball et autres sujets qui me passionnent sur la chaîne, que le vent soit porteur ou non. Ma chaîne depuis environ 8 ans en est le témoignage, et je répondrai simplement que je ne vais pas me travestir simplement pour faire des vues, pour faire du clic, pour faire de l'argent. Évidemment, la chaîne ne rapporte pas grand chose, mais au moins j'y fais ce qui me plaît, j'y fais ce qui me passionne. Je ne me force pas. Aucune de mes vidéos sur la chaîne n'est forcée. Et pourtant, il y en a peut-être plus de 2000, je n'ai pas compté, mais à vue d'œil, je dirais ça a priori. Et c'est une vraie fierté pour moi. Bien qu'une chaîne YouTube résulte de l'émulsion qu'il peut y avoir avec son public, et sans vous, je ne serais rien, ma chaîne du moins ne serait rien. Merci infiniment pour cela. Force est de se recentrer un minimum sur moi pour être honnête, à la fois envers vous et en premier lieu envers moi-même. Si je venais parader avec des One Piece, des Dandadan, le premier que je suis de loin, One Piece, et le second sur lequel je n'ai pas encore assez de connaissances, ce serait malhonnête. Il y a aussi une différence entre les œuvres que j'apprécie plutôt bien et celles qui me passionnent tellement que je peux franchir le cap de vous en parler en vidéo. Ça paraît plutôt banal à l'époque où chacun dégaine son téléphone pour poster un TikTok ou je ne sais quoi. Pour moi, ça reste beaucoup. Poster une vidéo sur un sujet, c'est qu'il me captive vraiment, m'intéresse sincèrement. Il y en a qui sont plus ou moins importants sur la chaîne, et certains parlent au grand public, certains sont de niche, d'autres un petit peu entre les deux. Et évidemment, malgré tout, il reste profondément épris de ma passion pour ce dont je discute. Peu importe qu'il y ait des billets derrière qui tombent ou pas. Et croyez-moi qu'en 8 ans, il y a eu plus de phases, comme actuellement, où il y a peu de billets qu'il y en a beaucoup. Évidemment, c'est bien mieux si financièrement ça marche mieux, mais si rester sincère n'est pas porteur, je ne deviendrai pas autre chose ou quelqu'un d'autre pour cela. Et ça ne veut pas dire que ceux qui font du One Piece ou Dandadan se travestissent. Le référentiel est propre à chacun. Dans mon cas bien précis, par exemple, j'aime beaucoup Demon Slayer, je peux vous faire du jeu vidéo ou autre, pourquoi pas une review film si jamais, mais de là à discuter de l'œuvre en profondeur à l'heure actuelle, car ça peut aussi changer, mes positions peuvent évoluer, mais à l'heure actuelle, ça n'a pas eu de sens d'en discuter plus que cela sur la chaîne, car au-delà, ça aurait été malhonnête. Tout comme je pourrais discuter de One Piece, il suffirait que je me mette à jour et puis c'est parti, je ne le fais pas. Il y a un appât vraiment intéressant, et pas le chauffe de Dragon Ball, un appât tel celui du poisson, mais je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas en conformité avec ce que je pense et ce que je ressens. Donc c'est très bien que l'on puisse être en mesure d'aller sur divers réseaux, YouTube, TikTok ou autres, partager du contenu sur n'importe quel animé manga, pouvoir faire des vues, pouvoir faire des clics, pouvoir faire de l'argent, pouvoir suivre une hype et pouvoir permettre à chacun de picorer à l'intérieur de ces contenus-là. Le truc, c'est que je ne considère pas ma chaîne YouTube et son édito comme un buffet à volonté déconstruit dans lequel vont pouvoir se côtoyer sushi, pizza, flan, tarte aux fraises, glace de toutes les saveurs, couscous et encore divers plats vachement antinomiques. Je fais de sorte de vous proposer plutôt un repas gastronomique assez complet qui, je l'espère, vous apporte satiété et bien-être à son issue, qui derrière en cuisine, je peux vous l'assurer, a été conçu avec beaucoup de cœur. Ça ne fera peut-être pas autant de tables qu'espéré, ça met assez souvent comme actuellement mon affaire en péril, évidemment. Sur le plan financier, économique, je vous dis ça en toute franchise aussi, sans rien vous cacher, mais je continue à être sincère, à être moi-même. Ça ne m'empêche pas de prendre des initiatives, de réfléchir à divers contenus, à penser à comment renouveler ma chaîne, parce que c'est bien beau tout ce que je viens de dire, mais il faut pas non plus rester ancré dans les vestiges du passé, sinon on en devient un soi-même. En 8 ans, malgré périodes fortes et faibles, je suis toujours là. Et généralement, le contenu qui picore de ci de là en fonction de la hype ne dure pas autant de temps. Et c'est pas essayer de m'envoyer des fleurs en vous disant ça. Je viens de vous dire que la situation économique était vraiment bancale. Mais c'est plutôt pour appuyer sur le fait qu'il faut aussi que cela ne m'empêche pas de réfléchir à de nouvelles idées et y réfléchir constamment sur 8 années, c'est une action assez énergivore, notamment sur la durée. Démarrer, faire quelque chose, c'est une chose, mais être périn, pouvoir continuer, être toujours là et rester présentable en quelque sorte, c'en est une autre. C'est aussi à ça que je m'attelle, et renouveler la chaîne avec de belles et bonnes idées, c'est aussi quelque chose à laquelle je tente de m'employer, et les projets demandent du temps, demandent aussi de l'argent. Ce sont deux denrées qui deviennent de plus en plus rares. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas, profitez de la zone commentaire de cette vidéo pour me faire vos propositions sur ce que la chaîne pourrait amorcer de mieux, de plus, pourquoi pas à l'avenir, des pistes d'amélioration, de nouvelles idées qui restent selon vous, d'après ce que vous connaissez, d'après ce que vous constatez de la chaîne, en conformité avec celle-ci, mais qui pourrait la mener à évoluer. N'hésitez pas à le partager en zone commentaire, c'est quelque chose auquel je resterai extrêmement attentif. Pour ma part, je fais tout pour préparer un futur d'autant plus radieux pour la chaîne. C'est clair
clairement pas facile, je vous dis pas ça pour pleurer, pour m'apitoyer ou quoi que ce soit, je dis simplement ça pour être concret, réel et ne pas fausser votre vision par rapport à la réalité des choses. Le renouveau des émissions sur la chaîne, en streaming, il y en a qui sont bien plus triviales sur du jeu vidéo, mais il y en a qui sont nettement plus travaillées, comme je vous l'ai proposé dernièrement avec Kaiwai, sur l'analyse du scénario de Dragon Ball Daima. Tout cela fait également partie de ces plans que je peux avoir pour la chaîne. C'est aussi soumis à la variable qu'est mon état de santé. Évidemment, je fais au mieux, je passe en dépassement des limites tel Goku franchissant l'Ultra Instinct au tournoi du pouvoir. En tout cas, parmi les réalités auxquelles je suis attaché, il y a celle que Dragon Ball Super, d'apparence a peut-être l'air mort, mais en réalité est extrêmement demandé. Et le voir aussi haut dans les classements n'était pas une chose à laquelle je m'attendais moi-même. Je m'attendais à le voir faire des stats plutôt moyennes. À vrai dire, pas tout en bas, pas tout en haut, je pensais vraiment quelque chose de très mid. Et il se retrouve dans le plus haut des charts, notamment sur Manga Plus. C'est une performance exceptionnelle au vu des conditions dans lesquelles il l'accomplit. Je vous laisse me partager votre analyse en zone commentaire, vos pistes, pourquoi pas sur la chaîne également, telles que demandé précédemment. On se retrouve très rapidement avec du nouveau contenu. Merci vraiment pour tout. Le pouce en l'air est nécessaire, l'abonnement est vraiment pertinent. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.